Monsieur le chef d'État Vladimir Poutine, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Madame la chancelière Angela Merkel et Monsieur Staffan de Mistura, émissaire spécial pour la Syrie du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les éminents membres de la presse, je vous salue avec mes sentiments les plus sincères et avec mon respect. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir nos amis à Istanbul à l'occasion de cette réunion importante et je tiens à le souligner. Je voudrais remercier Monsieur Poutine, Monsieur Macron et Madame Merkel qui ont bien voulu accepter notre invitation pour venir discuter des questions concernant la Syrie. Je voudrais les remercier en mon nom, au nom de mon pays et de ma nation. Je souhaite que notre réunion et les décisions que nous avons prises apportent de bonnes choses à nos frères et sœurs syriens. Notre priorité principale dans ce processus est d'assurer avant tout un véritable cessez-le-feu sur le terrain et d'assurer qu'il soit périn pour que le sang ne coule plus sur le terrain. Par ailleurs, dans le cadre des revendications légitimes du peuple syrien, nous souhaitons qu'il y ait une solution politique de manière à ce que nous puissions de nouveau établir la stabilité dans le pays. Nous avons eu ainsi l'occasion de discuter de tout cela en détail. Je voudrais avant tout souligner le sujet suivant. Le fait que le conflit syrien se transforme en un problème à l'échelle globale est dû au fait que la communauté internationale n'a pas suffisamment pris en charge la question. Malheureusement, pendant trop longtemps, le poids des problèmes issus de la crise syrienne a été porté par les civils syriens et par les pays voisins. Beaucoup de pays n'ont pu comprendre la gravité de la crise que lorsque les effets de la crise ont pu atteindre leurs propres frontières. Il est temps que l'on mette fin à cette situation. Si nous ne prenons pas les initiatives nécessaires sur le plan humanitaire, politique et diplomatique, la tragédie en Syrie ne peut que s'empirer. C'est justement la raison principale qui nous a réunis aujourd'hui à Istanbul. La coopération qui a été menée dans le format d'Astana était un exemplaire pour la communauté internationale. Aujourd'hui, avec la participation de la France et de l'Allemagne, nous avons pu voir que nous pourrions porter beaucoup plus loin la synergie qui s'est créée à Astana. Plus nous pourrons permettre à d'autres pays partenaires à cette bonne coopération, je pense que nous pourrons plus rapidement aboutir à une solution durable. Mesdames et messieurs les membres de la presse, nous avons aujourd'hui vraiment réalisé des échanges de vues tout à fait fructueux et sincères. Nous avons confirmé que nous étions attachés à l'intégrité territoriale de la Syrie et à son unité politique, et au fait que l'on ne pourra pas trouver de solution à la crise syrienne uniquement par les méthodes militaires. La solution durable ne pourra se faire qu'à l'initiative du peuple syrien et avec des négociations qui seront menées sous l'égide des Nations Unies. Sur la question d'Idlib, nous avons signé un mémorandum d'entente grâce aux efforts de mon éminent ami Poutine et nous avons confirmé le progrès qui avait été réalisé par ce biais-là. Nous avons souligné l'importance du fait que le respect de ce mémorandum serait importante pour maintenir le cessez-le-feu actuel à Idlib et éviter une nouvelle crise humanitaire. Le calme réalisé à Idlib a fait revivre des espoirs et nous avons souligné l'importance que pour cela, il fallait faire des pas concrets sur le plan du processus politique. Dans ce cadre, nous avons lancé un appel pour que le processus de création du comité constitutionnel
puisse se faire le plus rapidement possible, et nous l'espérons d'ici la fin de l'année. Chers amis, la menace du terrorisme issu de la Syrie a été un autre sujet que nous avons abordé dans notre réunion. Dans ce cadre, nous nous sommes mis d'accord pour augmenter la coopération, non seulement entre les 4 pays concernés, mais également avec la communauté internationale. La Turquie est l'un des pays qui a le plus souffert du terrorisme logé en Syrie parce qu'elle a 911 km de frontière avec la Syrie. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons non seulement eu des centaines de nos citoyens et des membres de nos forces de l'ordre qui ont été blessés par les attaques menées par le Daesh et le PYT, mais nous avons également eu des pertes humaines. Pour pouvoir liquider les 2 organisations terroristes à la source, nous avons organisé les opérations Bouclier de l'Euphrate et Rameau d'Olivier. À de nuire 7500 terroristes du Daesh et du PYT, et nous avons pu épurer du terrorisme un espace de 4000 km². C'est un succès important. Dans les régions d'Afrin, de Jarablus et de Elbab, qui sont des villes de Syrie où nous avons assuré la sécurité, il y a la paix, la sérénité et la sécurité. À tel point que 260 000 Syriens sont rentrés dans ces régions. Nous pensons que ce chiffre va augmenter avec le temps. La Turquie n'autorisera pas le fait que des organisations terroristes se renforcent ni à ses frontières, ni à une quelconque région de la Syrie. Nous n'accepterons pas de créer de nouveaux faits accomplis sur le terrain sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Tout comme à l'ouest de l'Euphrate. Nous voulons également qu'à l'est de l'Euphrate, nous allons continuer à liquider sur place toute menace contre notre sécurité nationale. Nous avons discuté également lors de ce sommet de la dimension humanitaire de la crise syrienne. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait de continuer à poursuivre l'aide humanitaire au peuple syrien. Nous avons également discuté de la question du retour des réfugiés syriens dans leur pays. Ce processus de retour doit se faire sur base du volontariat, conformément au droit international, en toute sécurité et en coordination avec les Nations Unies. Et là aussi, nous nous sommes mis tout à fait d'accord. La Turquie est le pays qui est le plus en avant à ce sujet, puisqu'elle accueille 3,5 millions de Syriens. Nous avons dépensé 33 milliards de dollars pour les réfugiés syriens, et cela montre le degré de sacrifice que fait la Turquie. Pour ce qui est de partager de façon équitable la charge de cette question, je voudrais rappeler que nous attendons que l'Union européenne honore ses engagements. Tenant compte des conditions hivernales qui s'approchent également dans d'autres pays, je lance un appel pour qu'on augmente le soutien pour aider et pour survenir aux besoins du peuple syrien. Chers amis, les corps d'enfants innocents que l'on voit sur les plages, c'est le symbole le plus douloureux du drame que l'on vit depuis 7 ans et demi en Syrie. Les pays qui sont ici avant tout, et tout le monde, doit lutter pour mettre fin à cette tragédie. Lors de notre sommet d'aujourd'hui, je pense que nous avons pu donner des messages importants à la fois à nos frères et sœurs syriens, mais également à la communauté internationale. En tant que participant de ce sommet, je suis persuadé que nous allons augmenter nos efforts pour à la fois améliorer la situation sur le terrain et à la fois pour progresser sur le processus politique. Je lance un appel aux autres pays également pour qu'ils mènent des efforts dans ce sens. En tant que Turquie, nous sommes tout à fait déterminés à poursuivre notre lutte pour aboutir à une solution à cette question, non seulement au niveau de la plateforme d'Astana, mais également dans d'autres plateformes plus larges, comme celle d'aujourd'hui. Il ne fait pas de doute que cette détermination inclut et intéresse également l'Iran, qui est un autre des partenaires du processus d'Astana. Tous ces pas que nous avons faits, tous ces débats que nous avons menés, nous allons bien entendu informer l'Iran à ce sujet et nous allons
nous pensons que c'est nécessaire pour assurer la poursuite de ce processus d'une façon plus saine. Et à cette occasion, tout cela, toute cette détermination est une expression de notre solidarité avec le peuple syrien, avec nos frères et sœurs de Syrie. En concluant mes propos avec ces paroles, je voudrais remercier une fois de plus nos éminents invités et j'espère que notre réunion de sommet pourrait faire de nouveau vivre les espoirs de solutions en Syrie et je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues, mesdames et messieurs. Ces réunions que nous avons faites dans un format A4 s'est réalisé dans une atmosphère de travail. Je suis d'accord avec le point de vue de mes collègues. Je remercie la Turquie pour avoir pris l'initiative de ce travail. Nous avons discuté de la question syrienne et nous avons pu rapprocher ainsi, travailler et œuvrer à rapprocher nos positions sur la question syrienne. La Turquie, la Russie, l'Allemagne et la France vont également, à l'avenir, essayer d'œuvrer en commun pour normaliser la situation dans la République arabe de Syrie. Nous allons continuer à travailler main dans la main. Je pense que nous avons accepté un communiqué commun dans ce sens. Il faut faire commencer les dialogues entre les Syriens et réaliser les réformes de l'État pour la Syrie. Nous sommes d'accord sur ce point. Les conditions favorables à cela sont désormais établies. Les réunions que nous avons menées avec la Turquie et l'Iran dans le cadre du processus Astana ont permis d'épurer des terroristes une grande partie du territoire de la Syrie. Le pays progresse ainsi pas à pas vers la paix. Je pense que tous les participants sont d'accord sur le fait qu'il faut une paix durable, une stabilité durable, mais cela ne pourra se faire que par les méthodes diplomatiques dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en maintenant l'unité territoriale de la Syrie, sa souveraineté, et en respectant ces principes. Et il faut que les Syriens puissent décider de leur avenir par eux-mêmes. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions ainsi réunir les efforts du processus Astana et du Small Group. C'est dans ce cadre que nous avons mené nos débats pour que le processus en Syrie puisse progresser plus rapidement et pour que les représentants syriens qui ont une attitude constructive soient inclus dans ce processus. Ce sera notre principal problème. Il faudrait que nous puissions commencer aux travaux à Genève et il faut que le comité constitutionnel puisse discuter de la forme que prendra l'État syrien à l'avenir. Le Congrès national syrien s'est réuni à Sochi, une série de décisions ont été prises, il faut tenir compte de ces décisions. Ce comité constitutionnel doit inclure l'ensemble et être considéré comme légitime par l'ensemble des couches de la société syrienne. Ce n'est que comme ça que ce comité pourrait être fonctionnel et faire des travaux fructueux. Et cette réforme constitutionnelle qui est un besoin depuis très longue date pourra ainsi être faite et cela rendra l'État syrien encore plus fort et cela pourra unifier la société syrienne. C'est pour ça que nous attend un travail très sérieux. Nous devons le faire avec un haut niveau de qualité. Et la Russie, en tant que pays garanteur du processus d'Astana, va contribuer de façon active à ces travaux. Le degré de violence en Syrie a diminué de façon sérieuse, mais les éléments radicaux qui se sont accumulés là-bas doivent encore être épurés. Cet objectif est un objectif actuel. Ces monstres criminels qui ont une expérience de guerre pourront recruter des membres dans nos pays et inculquer leurs idées extrémistes à leur pays. Cela serait inacceptable. Et donc, avec M. Erdogan et nos collègues européens, nous avons informé nos collègues européens sur notre accord d'Idlib pour créer une zone de non-conflit et démilitarisée dans la zone d'Idlib, et que c'est une mesure provisoire comme les zones de désescalade, parce que très rapidement, la Turquie va permettre d'exclure de cette zone à la fois les opposants, les armes ludes et les extrémistes. Nous espérons qu'ils pourraient y arriver. Nos partenaires turcs font de leur mieux pour y arriver. Les éléments radicaux
si des éléments radicaux vont faire des attaques armées à partir de la zone d'Idlib, à ce moment-là, la Russie va aider de façon déterminée le gouvernement syrien pour liquider cette région des éléments radicaux. Nous avons également abordé la question du retour des réfugiés dans leur pays. La Russie fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il faut améliorer la situation dans le pays. Il faut résoudre les problèmes sociaux de façon sérieuse pour que l'économie puisse être remise sur pied. Et pour cela, la communauté internationale doit faire des efforts ensemble. Par exemple, un exemple positif, je pourrais donner un exemple. Avec la France, nous avons apporté une aide humanitaire au Ghouta oriental ensemble. Et cette aide humanitaire, nous devons élargir son contenu. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus, les équipements médicaux, les médicaments, l'eau ou d'autres infrastructures, la réparation des infrastructures, tout ça doit être inclus dans l'aide humanitaire. Nous avons une proposition concernant, nous voulons organiser une conférence internationale sur les réfugiés. Nous savons que c'est un sujet extrêmement difficile, nous en sommes conscients, mais sans faire cela, nous ne pourrons pas progresser. Et il y a à peu près il faudrait réinstaller 1,5 million de Syriens. Nous avons réussi à réinstaller 1,5 million de Syriens en Syrie. Aujourd'hui, le gouvernement syrien est prêt à leur donner toutes les garanties pour leur sécurité de biens et leur sécurité corporelle. Avec le président de la République turque, le président de la République française et la chancelière allemande, nous avons eu également des entretiens bilatéraux. Je vais aussi parler au président français, finalement. Ces entretiens bilatéraux étaient extrêmement fructueux et avaient beaucoup de contenu. Je voudrais les en remercier. Je voudrais remercier également l'émissaire spécial, M. de Mistura, pour tous les efforts et tous les travaux qu'il a menés jusqu'à aujourd'hui. C'était un travail extrêmement professionnel et je pense que toutes les parties qui ont participé à ce processus seront d'accord pour dire que M. de Mistura a été très fructueux dans ce travail. Je voudrais également féliciter le peuple turc pour sa fête nationale qui aura lieu après-demain. Et après-demain, la République de Turquie va fêter la 95e anniversaire de sa fondation. Je voudrais féliciter le président de la République turque et le peuple turc à ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Erdogan, Monsieur le Président Poutine, Madame la Chancelière Merkel, Monsieur le représentant spécial des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. Merci d'abord, Président Erdogan, pour son accueil aujourd'hui ici à Istanbul pour avancer sur un sujet important dont vous venez de rendre compte, ainsi que le Président Poutine. Permettez-moi peut-être de commencer mes propos en ayant ici un mot de solidarité à l'endroit du peuple américain et de celles et ceux qui sont apparemment tombés il y a quelques instants à Pittsburgh lors d'une fusillade devant la synagogue. Et je veux ici exprimer évidemment notre tristesse et mon soutien à l'égard du peuple américain. Le sommet que nous venons d'avoir témoigne de la nécessité de rapprocher, de rechercher les convergences entre les différents formats qui existent dans le conflit syrien. Les deux présidents viennent de l'évoquer. Il y a d'une part le groupe d'Astana, d'autre part le Small Group. Et nous avions décidé, il y a plusieurs mois, d'avoir un travail conjoint en la matière. J'ai, il y a un peu plus d'un an, proposé qu'il y ait une convergence justement de travail sur ces sujets entre les différents groupes afin d'aider aux travaux des Nations Unies. C'est ce que nous étions convenus de faire également en mai dernier à Saint-Pétersbourg. Et notre réunion est une nouvelle étape en ce sens. Et nous agissons ici en parfaite coordination, d'une part avec les autres membres du groupe d'Astana, mais également avec les États-Unis et l'ensemble de nos partenaires européens et arabes du Small Group. La priorité pour nous tous en Syrie demeure la lutte contre le terrorisme. Cette lutte se poursuit aujourd'hui encore sur le terrain et nous ne devons en aucun cas perdre de vue que c'est notre objectif militaire et politique premier. C'est la première guerre qui se joue en Syrie contre des groupements terroristes qui ont attaqué nos pays et conduit à des attentats mortels extrêmement graves. Mais dans ce contexte-là, notre volonté est de poursuivre cette lutte antiterroriste en ayant à cœur que l'intégralité
des opérations qui sont aujourd'hui à mener respectent pleinement le droit humanitaire. C'est pourquoi la priorité aujourd'hui, et ce qui a été au cœur de nos discussions, est la situation à Idlib. Sur ce point, nous avons été très clairs sur le fait qu'une offensive militaire du régime avec le soutien de ses parrains aurait des conséquences sécuritaires et humanitaires inacceptables. Nos intérêts de sécurité, ceux de la Turquie, de la région, mais aussi de l'Europe, sont directement en jeu. Le risque est celui de la dispersion des terroristes, de nouveaux flux massifs de réfugiés, alors qu'Idlib aujourd'hui accueille déjà les déplacés des précédentes offensives. La Russie et la Turquie ont négocié un accord, il y a plusieurs semaines, qui doit être strictement mis en œuvre. Des assurances ont aujourd'hui été apportées en ce point, et avec une volonté réaffirmée dans notre communiqué d'avoir un cessez-le-feu durable dans la région d'Idlib. Nous serons extrêmement vigilants, tous ensemble, pour nous assurer que ces engagements seront tenus et que le cessez-le-feu sera stable et durable. Nous sommes également prêts en la matière à accentuer nos efforts en soutien à l'action du président turc sur le plan du renseignement, mais aussi sur le plan humanitaire dans la région. Et nous comptons sur la Russie pour exercer une pression très claire sur le régime qui lui doit très clairement sa survie. J'ai également rappelé que dans cette région, comme dans toutes les autres, et notre communiqué est à cet égard extrêmement clair, aucun emploi d'armes chimiques ne saurait être accepté d'où qu'il vienne. Le deuxième sujet essentiel en Syrie aujourd'hui, les deux présidents viennent de le dire, c'est le processus politique. Nous ne devons jamais oublier qu'en Syrie, il y a au fond deux guerres. Une guerre que nous conduisons tous contre les terroristes sur le terrain et l'ensemble des groupes terroristes, et une guerre du régime contre ses rebelles, qui a conduit des millions de Syriens à quitter le pays. La situation ne saurait être réglée de manière durable si nous ne trouvons une solution politique qui permette à tous les Syriens de vivre en paix dans leur pays. C'est pourquoi le processus politique permettant la mise en œuvre l'organisation d'une Syrie inclusive est essentiel au moment où nous nous parlons. Le régime est engagé dans une pure logique de reconquête militaire aujourd'hui qui ne permettra pas de garantir la stabilité de la Syrie et de lutter efficacement contre les groupes terroristes. 10 mois après la réunion de Sotchi, le comité constitutionnel n'a toujours pas lancé ses travaux. C'est pourquoi nous avons souhaité ici réaffirmer sans attendre notre volonté qu'avant la fin de l'année, les listes attendues soient finalisées et qu'une réunion puisse se tenir. Évidemment, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous quatre, mais notre volonté est entière pour que nous puissions obtenir ce résultat indispensable pour la solution politique inclusive. Parce qu'il faut permettre au peuple syrien de décider de son propre avenir dans des conditions crédibles, c'est-à-dire des élections libres et transparentes sous supervision internationale. Or, à ce stade, il n'y a pas eu de gestes tangibles qui permettent d'avancer en ce sens. Il y a donc maintenant à reprendre l'initiative en mettant les puissances concernées, comme nous le faisons aujourd'hui, autour de la table pour relancer la mécanique internationale. Et cette échéance de la fin d'année que nous nous donnons afin, en engageant toutes les parties concernées, de pouvoir réunir ce comité constitutionnel est une étape essentielle. Nous avons sur ce point une vision convergente et une volonté d'avancer. C'est ce que nous devons au peuple syrien, c'est ce que nous devons à la fois à celles et ceux qui ont perdu la vie ces dernières années, comme à celles et ceux qui ont fui leur pays pour fuir le régime actuel. Le troisième sujet que nous avons évoqué et qui est reflété dans notre communiqué conjoint est évidemment le sujet humanitaire. Le président Poutine l'a rappelé, nous avons mené il y a quelques semaines une opération conjointe avec la Russie et les Nations Unies dans la Ghouta orientale, comme nous nous y étions engagés à Saint-Pétersbourg. Opération à l'endroit des populations civiles, dans les zones contrôlées aujourd'hui par le régime, en partenariat avec des organisations non gouvernementales qui traitent au quotidien avec ces populations. Nous devons poursuivre cette action conjointe avec la Russie et la Turquie, et c'est notre volonté avec la chancelière allemande de renforcer l'engagement européen en la matière pour obtenir un par un les accès humanitaires aux populations civiles et permettre la stabilisation sur le terrain.
Et en l'espèce, il est indispensable que toutes les parties prenantes sur le terrain se mettent en situation d'autoriser l'ensemble des accès de convois humanitaires comme l'ensemble des évacuations humanitaires demandées par la population civile ou les organisations non gouvernementales. Nous assistons encore aujourd'hui à des décisions délibérées de blocage qui ne sont pas acceptables. Nous sommes prêts à avancer sur cette dimension si nous pouvons travailler dans un esprit de confiance et dans le cadre des Nations Unies. Le quatrième point indispensable que nous avons évoqué aujourd'hui et qui est mentionné par notre communiqué, c'est la question du retour des réfugiés. Je tiens ici à nouveau à saluer les efforts faits par la Turquie, la Jordanie et le Liban en la matière. Depuis plusieurs années, ils ont pris leurs responsabilités et ont accueilli une écrasante majorité des réfugiés ayant fui la Syrie, de nombreux autres ayant fui vers l'Europe ou au-delà de l'océan. Mais il nous faut aujourd'hui être très clairs. Il n'y aura pas de retour des réfugiés réel, durable, crédible, si le processus politique n'est pas engagé. Car ces réfugiés ont avant tout fui massivement les exactions commises par le régime. Nous assistons d'ailleurs depuis le début de l'année à de nouveaux phénomènes de réfugiés et si nous n'apportons pas la réponse sur laquelle nous nous sommes engagés à quelques-uns sur Idlib, à coup sûr ce seront d'autres réfugiés qui fuiront cette zone. Il y aura de nouveaux flux à ce moment-là de manière inévitable. Nous devons donc aujourd'hui travailler aux conditions du HCR, c'est-à-dire un retour sûr, digne et volontaire, qui ne sont pas simplement des questions de principe, mais de faisabilité opérationnelle, si nous obtenons des avancées sur le reste. Et notre volonté est également, nous nous sommes engagés, de faciliter le retour de toutes celles et ceux qui le souhaitent, pour lesquels ce retour est sûr, digne et volontaire, en ayant des opérations humanitaires sur le terrain pour permettre le retour de l'eau, de l'électricité et leur installation lorsqu'elle est souhaitée, voulue et possible. Sur l'ensemble de ces questions, ce sommet est une étape utile d'échange et je veux à nouveau vous remercier, Monsieur le Président Erdogan. À coup sûr, le travail qui a été fait par nos équipes et nos échanges sont utiles. Mais je veux ici dire aussi qu'ils nous engagent. Il nous faut, sur ce sujet, être humbles. Nous parlons de la situation de plusieurs millions de Syriens et Syriennes, mais aussi de toute la région qui les entoure. Et ce que nous avons discuté aujourd'hui, comme ce que nous aurons à faire dans les prochains mois, nous oblige et impose un esprit de responsabilité qui supposera aussi beaucoup de vigilance sur la mise en œuvre et tout au long des semaines et des mois qui viennent. Je vous remercie et merci encore, Monsieur le Président, pour votre accueil. Thank you. Chancelier, please. Madame la chancelière. Ja, sehr geehrte Kollegen, meine Damen und Herren. Très chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord commencer mes propos avec mes remerciements pour cette invitation à Istanbul. Nous avons eu un échange très productif, un sommet très fructueux. Malgré peut-être les approches différentes, nous avons réussi à nous mettre d'accord pour finalement ce communiqué final qui est preuve d'une volonté politique commune. Nous sommes ici 2 pays représentants du groupe d'Astana et 2 pays du Small Group, donc 4 pays qui sont ici réunis dans ce cadre-là. Nous avons eu des échanges, peut-être pas suffisants pour arriver à une solution politique finale, mais nous avons eu des échanges très utiles. D'une part, concernant la question de la lutte contre le terrorisme et d'autre part, une
guerre menée par le régime contre ses opposants. Il ne s'agit pas seulement de trouver donc une solution militaire, mais également une solution politique dans le cadre des travaux des Nations Unies. Nous avons été témoins de plusieurs catastrophes humanitaires en Syrie. La moitié de la population syrienne qui ne vit plus dans le territoire syrien, qui s'est réfugiée en Turquie, au Liban, en Jordanie, mais également dans différents pays européens comme en Allemagne. Et pour prévenir les autres catastrophes humanitaires, nous sommes prêts à engager nos efforts. Le 12 septembre dernier, nous sommes mis d'accord pour un cessez-le-feu et pour faire de ce cessez-le-feu un cessez-le-feu durable, nous sommes prêts à engager des efforts. Dans la région d'Idlib, nous avons déjà atteint une victoire importante pour instaurer une zone de non-conflit. Et nous sommes évidemment tous déterminés pour dire que nous sommes contre de façon absolue l'utilisation des armes chimiques. Nous soulignons encore une fois l'importance de solutions politiques. À ce titre, je voudrais remercier Monsieur de Mistura pour les travaux effectués à la suite de la réunion de Sochi de janvier dernier. Il a vraiment contribué de façon importante à ces travaux politiques, même si ce comité constitutionnel n'a pas encore été concrétisé. Il va être très utile pour réunir les Syriens de la diaspora et les Syriens qui vivent en Syrie pour finalement participer à des élections libres et transparentes. Il est donc important pour nous que ce comité constitutionnel puisse être mis sur pied et nous voulons contribuer à la formation de ce comité qui me semble fondamental car nous ne pouvons pas résoudre ce conflit par une solution militaire. D'autre part, le retour des réfugiés est un sujet dont nous avons débattu. La question du retour des réfugiés syriens en Syrie, il s'agit évidemment de travailler en accord, en collaboration étroite avec le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies et il faut évidemment prévenir la détention, la mise en détention de personnes qui retourneraient en Syrie, la mise en place une infrastructure humanitaire propice pour permettre le retour de ces réfugiés. Et donc, ceci passe par l'instauration d'une solution politique, c'est-à-dire que la Syrie doit devenir une patrie sûre pour tous ses citoyens. Et c'est pour discuter de tous ces sujets que nous nous sommes mis d'accord dans ce format inédit, car le conflit syrien appelle à une solution urgente, nous le savons tous. Donc nous devons à ce titre appuyer le processus politique, surtout de nos jours. Il est fondamental d'agir. Et donc, ce qui a été fait en ce qui concerne Idlib pour prévenir une catastrophe humanitaire, nous allons continuer à engager nos efforts pour trouver une solution pacifique. Merci. Bien, en ce moment, nous avons ainsi achevé nos présentations. Nous allons prendre une question pour chacun des présidents, des chancelières. Bonjour, Marie Gégaud pour le journal Le Monde et pour tous mes collègues français ici réunis. Je voulais savoir, au vu de la mission de M. de Mistura à Damas, qui ne s'est pas avérée concluante car les mots de M. Moallem, le ministre des Affaires étrangères, ont été extrêmement durs pour la Constitution, pour le comité constitutionnel. On comprend que la liste de la société civile a été refusée. Quelle marge de manœuvre, et la question s'adresse peut-être plus particulièrement au président russe Vladimir Poutine, quelle marge de manœuvre est-ce qu'on a pour convaincre le président Bachar al-Assad que ce comité constitutionnel doit se réunir avant la fin de l'année?
Merci. Если я вам сейчас назову все методы и средства, Je voudrais, si je commençais à vous énumérer les méthodes, je pense que ce ne serait pas très constructif. Pour que ce travail puisse progresser, il faut rester calme, il faut que ça soit fait dans le respect mutuel, il faut respecter le gouvernement légitime de la Syrie et tout le monde, dans ce cadre, parle de régime syrien. D'après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parle du gouvernement de la République arabe de Syrie. Je crois que il faut respecter le gouvernement légitime de la Syrie. C'est en partant de ce respect que l'on pourrait aussi avoir un dialogue fructueux avec l'opposition. Et nous avons toujours invité le gouvernement syrien à un dialogue constructif dans ce sens-là. Et en tenant compte également de notre déclaration conjointe aujourd'hui, nous souhaitons que jusqu'à la fin de cette année-ci, si les conditions nécessaires peuvent être réunies, nous souhaitons que ce comité constitutionnel puisse être constitué et commencer ses travaux. Et il est utile de rappeler que à Sochi, le Congrès de dialogue national syrien s'est réuni et la décision de constituer ce comité constitutionnel a été prise à Sochi. Par conséquent, il y a eu, nous avons pu nous mettre d'accord à la fois avec le président Assad et avec l'opposition. Deux des composantes de ce comité sont déjà constituées, les représentants du gouvernement syrien et les représentants de l'opposition. Nous avons donc préparé deux listes. Maintenant, nous préparons une troisième liste qui représentera les représentants des ONG. Ce ne sera pas un travail facile, ce n'est pas un travail facile parce que chaque parti veut ajouter dans cette liste des personnes envers lesquelles elles ont confiance. Mais si ce comité ne fera pas l'objet de confiance de tout le monde à la fois, il ne pourra pas travailler de façon fructueuse. Donc il faut que à la fois nous discutons de cela à la fois avec la Syrie, avec nos partenaires de l'Iran, parce que comme vous le savez, l'Iran est partie prenante du processus d'Astana et du processus de paix. C'est l'un des garanteurs de ce processus d'Astana et c'est l'un des pays qui a garanti la mise en œuvre des zones de désescalade dans ce pays. Donc sans l'Iran, tous ces travaux ne pourront pas fonctionner. Herr Präsident Erdogan, haben Sie am Rande dieses Gipfels auch über die Ermittlungen im Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi Monsieur Erdogan, und wie reagieren Sie auf die Weigerung Saudi-Arabiens, die 18 Verdächtigen nicht est-ce que vous avez informé vos homologues sur l'affaire Khashoggi, le journaliste saoudien? Madame la chancelière Merkel, Monsieur le président Macron avaient pris une décision en ce qui concerne les exportations vers l'Arabie saoudite. D'autre part, la question d'arrestation d'un citoyen allemand. Est-ce que vous avez posé une question, Madame Merkel, sur ce sujet à Monsieur Erdogan? D'abord, en ce qui concerne le regretté Jamal Khashoggi, nous avons discuté de ce sujet dans nos entretiens bilatéraux et nous avons donné à nos homologues toutes les informations nécessaires. Et d'ailleurs, bien avant, nos organisations, nos services de renseignement avaient également partagé des informations. Nous sommes rentrés dans le détail lors de nos entretiens bilatéraux. Et une chose que je voudrais réaffirmer ici de façon très calme, très nette et très claire, puisque nous avons ici la presse internationale devant nous, cela rend nécessaire une réponse sur cette question, qui est la suivante. Avant toute chose, il y a 18 personnes qui ont été arrêtées en Arabie saoudite. Ces personnes sont les personnes qui sont venues dans notre pays. 15 plus 9 plus 3, ils sont partagés en plusieurs groupes, 9 plus 6 plus 3. Ces 18 personnes
par qui elles ont été envoyées en Turquie. Ce sont les autorités saoudiennes qui doivent nous le dire. Ça, et d'une. Et de deux, comme vous le savez, par la suite, il y a eu une déclaration qui a été faite par les autorités saoudiennes qui nous ont dit que le corps de M. Khashoggi avait été remis à des collaborateurs, à des complices en Turquie, ou en tout cas qui avaient eu une collaboration locale qui avait sur l'affaire du corps de M. Khashoggi. Alors, qui sont ces collaborateurs locaux, qui sont ces complices locaux? Les autorités saoudiennes qui ont fait cette déclaration doivent nous le dire. Ils nous disent que ces 18 personnes seront condamnées comme il le doit, mais le crime a été commis à Istanbul. Par conséquent, si l'Arabie saoudite ne veut pas mener ce procès à terme en Arabie saoudite, nous sommes prêts à mener le procès de ces personnes en Turquie. Notre ministère de la Justice l'a notifié, lancé un appel officiel par écrit à l'Arabie saoudite. Nous voudrions juger ces personnes ici en Turquie. Nous attendons la réponse des Saoudiens. Par ailleurs, l'Arabie saoudite a décidé de dépêcher son procureur général demain à Istanbul. Il va s'entretenir avec le procureur général d'Istanbul, avec sa délégation. Ils vont avoir un entretien et nous accordons de l'importance au résultat de cet entretien. Dans tout ce processus, nos forces de l'ordre, nos services de renseignement et notre appareil judiciaire, tous ont travaillé de façon très intense et continuent à travailler. Ces travaux ne se sont pas encore achevés. Nous continuons à mener ces investigations avec la même sensibilité. Et en ce qui concerne un citoyen allemand qui était arrêté à Istanbul, comme vous le savez, le tribunal l'a condamné. Et avec cette condamnation, la voie d'appel est ouverte. Et donc, on peut faire appel à cette décision et ensuite, nous verrons quelle sera la décision de la justice turque et nous sommes tous obligés de respecter la décision que prendra la justice turque à ce sujet. Je crois que c'était tout. De mon côté, j'aimerais également préciser, comme vient de le dire le président Erdogan, concernant Jamal Khashoggi, évidemment, nous avons évoqué ce sujet et il y a aussi le sujet de ce citoyen allemand qui vient d'être jugé. Il est important, évidemment, de le faire bénéficier d'un service consulaire et qu'il bénéficie d'un traitement équitable, nous l'avons souligné. Nous avons également eu une bilatérale avec le président français, M. Macron. Nous avons également parlé de ce terrible événement concernant Jamal Khashoggi. Et avec donc la coalition allemande qui s'est mise d'accord sur la guerre de Yémen. Nous pouvons dire que nous avons une politique que nous avons bien définie et il s'agit d'arrêter toute exportation d'armes vers l'Arabie saoudite. Nous avons pris une décision à ce titre. Surtout concernant donc cet assassinat, les responsables évidemment doivent être identifiés et ensuite pour l'Europe entière qui se retrouverait sur ces valeurs communes, ce qui est nécessaire de faire sera fait. Très clairement que nous avons en effet évoqué avec la chancelière ce terrible assassinat de M. Khashoggi. Pour évidemment le condamner, échanger les informations dont nous disposions à ce stade. Et je dois dire que nous avons une très bonne coopération à la fois d'évidence entre nos pays,
mais avec la Turquie sur les informations qui ont été mises à disposition jusqu'à présent. Et pour moi, les choses sont claires. La première chose, c'est que des faits sont aujourd'hui établis, mais on doit aller au bout des investigations sur la nature des faits et des responsabilités. Sur la base des faits et des responsabilités, des sanctions devront être prises. Et ces sanctions doivent être cohérentes et complètes. Cohérentes avec les faits et les responsables, et elles doivent être extrêmement concrètes et proportionnées. Et elles ne sauraient se limiter à tel ou tel secteur. Ça dépend des faits et des responsabilités qui seront établies. Et ces sanctions ont vocation à se prendre au niveau européen, comme nous le faisons à chaque fois, pour qu'il y ait une véritable coordination. Question de la Russie. Je représente l'agence de presse Novosti. J'ai une question pour tous les leaders, à Mme Merkel et au président de la République. Comment avez-vous débattu de la future structure de l'État syrien? Quelle sera la place du président Assad? Qu'en pensez-vous? Et une question dans le prolongement concernant Idlib. Est-ce que vous êtes content de la mise en œuvre du mémorandum d'Idlib, M. Poutine et M. Erdogan? Est-ce que vous êtes satisfait de ce mémorandum, de la mise en œuvre de ce mémorandum? Est-ce qu'il peut y avoir à l'avenir une situation où une opération militaire serait nécessaire? Et enfin, ma dernière question s'adresse à M. Erdogan. Vous avez dit que ce format A4 pourrait s'élargir, que vous seriez d'accord pour cela. Qui peut s'y ajouter? Les États-Unis est un acteur important dans la région. Il y a d'autres pays de la région. Est-ce qu'ils pourraient se renforcer? Est-ce que vous allez continuer à vous rencontrer régulièrement dans le cadre de ce format? Je voudrais commencer par répondre, dit M. Poutine. Notre position de principe est la suivante. Le peuple syrien doit déterminer son avenir par lui-même et doit élire ses leaders par lui-même. Et on doit commencer un processus politique pour ça, donc créer d'abord le comité constitutionnel qui devrait travailler. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur ce sujet-là. Nous n'avons pas discuté de telle ou telle personne en particulier. Ce ne serait pas une approche constructive. Si nous voulons réussir, ce ne serait pas une approche productive. Et quant à Idlib, j'ai déjà tout dit à ce sujet. La Russie garde son droit de soutenir le gouvernement syrien face à certaines provocations, parce que je l'ai dit à mes collègues récemment, il y a eu un tir de mortier de la région d'Idlib vers la ville de Alep. Et durant ces 2 derniers mois, nos systèmes de défense aérienne ont, autour de notre base d'Oumaïnil, abattu une 50aine de drones. Et tout ce que nous faisons avec nos partenaires turcs sur ce sujet ont pour but d'atteindre nos objectifs et sont tout à fait cohérents avec les objectifs que nous sommes fixés. Nous avons décidé de créer une zone de démilitarisation de 15-20 km² qui doit être épurée des armes lourdes et des groupes radicaux. Nous continuons à travailler avec nos partenaires turcs là-dessus. Tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore achevé, mais nous continuons et nous allons continuer à coopérer avec la Turquie là-dessus. En ce qui me concerne, que sera la réponse à votre question? Quelle sera la situation d'Assad? Avant toute chose, la volonté en ces questions n'est pas une volonté qui appartient à des individus. La volonté qui va déterminer de l'avenir d'Assad sera la volonté du peuple syrien. Tous les Syriens qui sont en Syrie actuellement et de ceux qui sont à l'étranger. C'est eux qui vont décider sur le sort d'Assad. D'après nous, pour nous, Assad est quelqu'un qui a malheureusement
tuer 1 million de ses citoyens. C'est malheureusement comme ça que nous le voyons. Donc, par conséquent, pour nous, il n'est pas quelqu'un digne de respect. Et nous avons tout ce qui a été vécu en Syrie, c'est fait sous les yeux de tout le monde. Nous parlons encore des massacres qui se sont déroulés là-bas, qui continuent à se dérouler là-bas. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce processus, tout cela va se terminer et qu'en Syrie, les gens pourront répondre de façon beaucoup plus sereine à la question de voir comment ils vont orienter leur avenir. Quant à Idlib, vous savez qu'il y a à l'heure actuelle 3,5 millions de personnes qui vivent à Idlib. C'est les gens qui vivent à Idlib. D'où sont-ils venus? Ces gens se sont enfuis de Alep et pour fuir les barils de bombes. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à Idlib. Et ces derniers temps, leur droit à la vie à Idlib même a été supprimé. Et aujourd'hui, où vont-ils fuir? Il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent fuir. C'est la Turquie. Et ils n'ont pas d'autres endroits où ils peuvent se réfugier en dehors de la Syrie. Ça n'existait pas. Mais nous avons déjà 3,5 millions de réfugiés syriens qui sont chez nous, que nous avons accueillis. Nous ne sommes pas, je ne sais pas combien de personnes auraient pu s'échapper parmi ces 3,5 millions de personnes qui sont Idlib, mais comment seraient-ils venus? Mais grâce aux négociations que nous avons eues avec M. Poutine, et nous l'en remercions, et grâce au pacte que nous avons fait ensemble, nous avons mis en place un mémorandum d'entente de 10 clauses qui a permis de lancer un nouveau processus sur Idlib. Et c'est grâce à ce processus que nous avons mis en œuvre des mécanismes qui permettra d'avoir un cessez-le-feu durable, nous l'espérons, et qu'un tel cessez-le-feu durable, pérenne de cette façon, devrait pouvoir se maintenir, et cela a réussi à soulager les populations d'Idlib. Mais quand nous voyons tous ces bâtiments qui ont été détruits, quand nous voyons tous ces corps imaginez-vous le corps des personnes qui sont ensevelies sous ces bâtiments détruits, quand nous voyons tout cela en tant qu'homme politique, en tant que chef d'État, en tant que président de la République, nous nous demandons comment nous allons en payer le prix. Aujourd'hui, du nord de la Syrie, nous avons fait des pas pour les réfugiés syriens qui sont venus du nord de la Syrie. Tout le monde sait comment nous les aidons. Nous sommes obligés de les aider sur le plan humanitaire sur plusieurs axes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons débattu de ça. Nous avons discuter ensemble de quels autres types d'aides humanitaires nous pouvons leur apporter dans l'éducation, dans la santé, dans l'infrastructure, dans la superstructure. Nous avons débattu de voir quel type d'aide nous pourrons leur apporter. Nous avons eu l'occasion d'en discuter. Nous avons pris des décisions dans ce sens et j'espère que nous allons progresser aussi sur ce domaine. Et en dernier lieu, est-ce que ce processus peut s'élargir? Ça, c'est encore des choses que nous devons discuter ensemble. Nous allons discuter. Ce n'est pas une structure figée. Si nous décidons ensemble de l'élargir, eh bien, nous pourrons le faire comme nous l'avons fait à Astana. C'est tout à fait possible, mais ça dépend de la décision que nous allons prendre tous ensemble. Merci. J'aimerais tout simplement préciser que nous avons très clairement souligné cela dans notre communiqué final. La totalité des habitants syriens doit pouvoir participer à des élections libres et transparentes sous la supervision internationale. C'est le peuple syrien lui-même qui doit pouvoir décider de son propre destin, y compris les Syriens qui ont fui leur pays. Et c'est donc aux Syriens qu'appartient de décider de leur avenir. Le régime syrien a effectivement, malheureusement, tué, massacré un très grand nombre de personnes. C'est pour cela que nous insistons sur la nécessité d'une solution politique qui doit être soutenue par la communauté internationale. Avec l'accord de principe de Sochi, je suis heureuse que nous soyons dans une nouvelle étape, dans un nouveau processus qui, j'espère, va continuer. Nous le soutenons pleinement et nous le disons et nous l'avons dit une nouvelle fois aujourd'hui. Nous ne voulons pas
pas que soient mis en danger des millions de personnes et j'espère donc que ce processus sera durable. Évidemment, cela n'est pas facile, mais les dernières semaines nous ont montré que c'est possible. Expliquer quelle était ma position et je rejoins ce qui a été précisé par le président Erdogan sur la forme de l'État syrien. Pour reprendre votre question, comme ça a été dit, il ne nous appartient pas de la décider, mais il nous appartient d'œuvrer pour que le peuple syrien puisse en décider lui-même. C'est-à-dire ni choisir quelqu'un à la place de Bachar el-Assad, ni accepter que Bachar el-Assad ne reste comme si rien ne s'était passé. Et pour ce faire, cela suppose que nous engagions pleinement, activement et en termes concrets le processus décidé à Sotchi, dont ce comité constitutionnel. C'est pour ça que c'est une étape indispensable, parce que c'est la première étape concrète de cette avancée. Ça a été dit, il a été dit combien ce sujet est contraignant, mais il faut respecter un gouvernement qui est souverain, c'est le choix qui a été fait, mais avec la pression de la communauté internationale, et j'insiste sur ce point. Ce qui a été décidé à Sotchi, c'est qu'il y avait aussi une place pour la communauté internationale. C'est qu'il y avait 3 collèges dans ce comité constitutionnel et que le collège des personnalités qualifiées, ça n'était pas un collège qui était dans la main du régime syrien ou de qui que ce soit d'autre que la communauté internationale elle-même. Il doit être compatible avec le reste. Et donc c'est cette tension en quelque sorte qu'il nous faut mener dans les prochains mois, celle où on respecte la souveraineté des Syriens, où le gouvernement doit être représenté comme une de ses composantes, mais où, parce que nous avons décidé de respecter la souveraineté de tous les Syriens, on doit aussi regarder en face qu'ils ne sont plus représentés dans leur totalité par le gouvernement actuel. Parce que plusieurs millions de Syriens ont simplement fui leur pays et sont aujourd'hui en Turquie, en Jordanie, au Liban, en Allemagne, en France et dans beaucoup d'autres pays. Et donc c'est pour ça que nous devons créer un cadre constitutionnel qui permette à l'ensemble de ces Syriens de pouvoir voter et décider de leur avenir. C'est cela la vraie souveraineté. Et pour toutes celles et ceux qui défendent la souveraineté, et j'en fais partie, des peuples, ça suppose une exigence, celle que les peuples puissent l'exprimer librement. C'est notre combat. Dernière question de la presse turque. Moi, j'aurais une question à Monsieur le Président de la République et également à Monsieur Poutine. Dans la zone démilitarisée d'Idlib, vous avez dit qu'il y a un travail intense et qu'il y a eu certains résultats, vous l'avez dit. Mais par exemple, les drones qui sont présents, dont on a parlé au mémorandum, mais également des patrouilles communes russo-turques dans les zones, à quel moment pensez-vous qu'on va arriver à cette étape? Et concernant ce comité constitutionnel, ça fait plus de 10 mois que des noms sont discutés, qu'il y a eu des modalités qui ont été discutées, qui sera le président, comment les décisions seront adoptées. Mais aujourd'hui, je pense que M. Stéphane de Mistura vous a fait une présentation. Qu'est-ce qui vous pousse à vous dire que ce résultat pourrait être atteint d'ici la fin de l'année? Et M. de Mistura va partir fin novembre, il l'a dit. Est-ce que vous pensez que ça va entraver ce processus? Et quand est-ce que nous allons voir une nouvelle réunion de ce sommet quadruple? Il n'y a pas eu de date de nouvelle réunion qui a été décidée. En ce qui concerne l'entretien, nous n'avons pas encore mis d'accord pour voir si nous allons renouveler ce format, mais tout est ouvert, tout peut possible. L'élargir à d'autres participants, je pense que ce serait utile pour trouver une solution à la question syrienne. Monsieur le Président de la République française a été le premier à le proposer pour unifier les efforts du Small Group et d'Astana. Monsieur le Président Erdogan l'a soutenu et a pris l'initiative de cette réunion d'aujourd'hui. Je pense que c'était une réunion utile. Et quant à la façon dont les choses vont se passer, pour le comité conseil, vous avez dit que plus de 9 mois se sont passés depuis la décision de Sotchi et qu'il n'y a pas eu de résultats concrets. Moi, je voudrais quand même vous rappeler que avant le début du processus d'Astana, les partis ne se sont même pas réunis une seule fois.
ce processus était sur le point d'aboutir à une impasse. C'est un processus difficile. Rien n'était fait dans ce domaine. Puis, nous avons créé le processus d'Astana avec le président de la République turque et le président iranien. Et grâce à cela, ce processus s'est mis en marche. Nous avons eu des propositions. C'était un processus très difficile. Ce n'est pas une histoire facile. Mais nous avons quand même réussi à réunir le congrès de dialogue national syrien à Sochi. Ce n'était pas facile. Il est vrai que ça ne progresse pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité, mais il y a eu quand même des avancées. Nous avons convaincu le gouvernement syrien à nous présenter sa propre liste et nos collègues, avec mon collègue président de la République turque, a également permis d'avoir une liste représentant l'opposition. Maintenant, nous préparons la troisième liste. C'est un processus qui n'est pas facile. Il faut pouvoir créer un comité envers lequel toutes les parties ont confiance. Il faut être patient. Il faut respecter les participants de ce processus. Ce n'est que comme ça que nous pourrons réussir. Je vous remercie. Je vous remercie également pour votre question, en particulier, bien sûr, sur le sujet d'Idlib. Nous avons en effet un mémorandum d'entente sur 10 articles qui répondent en soi à toute une série de choses. Il est facile de trouver des réponses dans ces clauses. Avant tout, comme vous savez, il y a 12 points d'observation. Et la Fédération de Russie et nous-mêmes sommes présents. Nous sommes en solidarité. Nous menons un travail en solidarité avec la Fédération de Russie. Et en dehors de ces 12 points d'observation, nous avons également 10 points d'observation de la Russie dans cette zone. Et donc, tous ces travaux sont des pas pour la sécurité de la région. Mais ce qui est encore plus important, le point important du mémorandum d'Idlib, c'est qu'il est question de contrôler les forces radicales par l'intermédiaire de la Turquie, mais en dehors de cela, il faut aussi, de même, faire en sorte que le régime ne fasse aucune opération militaire, aucune menace dans cette zone de 15-20 km. Et ça, c'est la Russie qui va contrôler cela. Toute la question, dans cette question, c'est surtout d'évacuer les armes lourdes du centre d'Idlib, les évacuer totalement, de manière à ce que soulager la population civile au centre d'Idlib. Ensuite, de même, face à toute attaque armée qui pourrait se réunir, nous avons un accord pour que la Turquie et la Fédération de Russie prendront une attitude commune. Et nos unités concernées continuent à travailler ensemble en permanence, que ce soit la défense, que ce soit les renseignements. Ils sont en pleine solidarité. Tout notre objectif est de pouvoir assurer la sérénité de la population civile dans cette région. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, 60 000 personnes sont rentrées à Idlib. Et ça montre le succès de ce processus. Et pour cela, je voudrais remercier M. Poutine et tous nos collaborateurs qui ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Je vous remercie. Merci à tous et à toutes. Bonsoir.